C'est un plaisir de vous retrouver pour vous parler d'un ouvrage qui s'intitule La révolte métaphysique d'un jeune Congolais. Qui en est l'auteur? Il n'est plus à présenter. C'est comme, ça me rappelle un peu le mythe de la caverne où l'éclairé, la visée, sort un peu de son carcan pour revenir par la suite en disant que ce que nous percevons ne sont que le reflet de la réalité, mais il n'avait pas été cru par ses contemporains. Lui, c'est bel et bien Maître Pépin Guillaume Monjolo. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur José. Vous avez l'impression de ne pas être compris, d'être inactuel? Je suis inactuel, je revendique, parce que simplement j'appartiens à une civilisation qui ne lit pas, à une communauté qui ne lit pas, à une communauté qui fonctionne dans l'actualité, dans l'instantané. Et par conséquent, je suis inactuel. C'est-à-dire que ce que je peux proposer n'est pas en adéquation avec la sociologie ou la vie au quotidien de ma communauté, la RDC, les Congolais et surtout les Kinois. C'est une souffrance personnelle de pouvoir être dans une sorte de disposition qui vous confine à restreindre en fait votre passion et votre volonté de puissance et réfréner sans cesse parce que vous n'êtes pas compris, parce que ce que vous dites ne participe pas au folklore quotidien. Nous avons choisi en tant que pays aujourd'hui de faire valoir, de mettre en perspective, de produire sans cesse du folklore et d'en consommer sans répit. Il s'agit de ça, et c'est ça, c'est une souffrance. Donc ce que moi je peux dire aujourd'hui n'a pas d'impact parce que ce n'est pas consommable. Mais d'ici 20, 30, 50 ans, on en parlera en disant « il avait raison ». Oh, et pourtant il avait raison. À mon avis, vous êtes déjà dans le programme éducatif, puisque votre préfacier, c'est Kamana, qui a aimé l'ouvrage et qui a décidé de l'insérer au programme. Mais là, c'est une satisfaction personnelle et en même temps, c'est un honneur parce que lorsque j'ai croisé le professeur Kamana qui a lu ce texte, qui l'a préfacé, qui l'a édité et qui l'a mis au programme finalement, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Être reconnu par un érudit de cet auteur-là, être considéré comme étant penseur par lui, pas par les faits de quelque avantage que ce soit, par le fait du travail, le mien, qu'il a lu et qu'il met au programme pour enseigner, c'est énorme pour moi. Mais en même temps, l'espace dans lequel ça va devoir s'exprimer, c'est un espace assez restreint. Ce sont les amphithéâtres, l'université, où les gens n'ont pas l'habitude de lire, ils sont là pour pouvoir répondre aux questions d'examen, pour pouvoir passer des classes, simplement. Mais ce n'est pas pour comprendre un texte, les digérer, l'assimiler et lui faire produire ses effets. Souvent, c'est juste pour passer d'une classe à l'autre. Mais en même temps, c'est une satisfaction de savoir que je suis au programme. Et mon père et ma mère en pleuraient s'ils étaient encore en vie. Non, c'est vrai, c'est une réelle satisfaction. Je suis largement touché. Et là, je suis aussi en discussion avec le professeur Eliki Mbokolo qui est disposé à pouvoir préfacer les prochains textes, mais toujours sous la direction de M. Kamana, qui est aujourd'hui, au-delà d'être une sorte de guide dans cette dimension particulière, mais en même temps qui croit à ce que je fais et qui veut que je produise un peu plus encore pour mettre à la disposition de ceux qui ont envie d'apprendre, de sortir un peu du folklore. Et c'est un immense plaisir. Vous exploitez le genre épistolaire, l'enfant qui écrit à son père, lui qui est au village, il vient dans la capitale, et du coup, tout part de son nom. Il va couper quelques lettres de son nom, il s'appelle Wabiya, mais ils vont enlever Ya pour faire Wabi, pour faire un peu genre, chose qui va déplaire à son père,
Pourquoi cette contestation de la part de papa? Et que représente le nom dans la tradition africaine pratiquement? Lui, papa, qui est quand même, par rapport à ses contemporains, un érudit, puisqu'il lit beaucoup. Oui, il faut dire que nous sommes des faits largement de ce que nous avons été, ce qui façonne notre être. C'est notamment les noms. Les noms, chez nous, ont une signification, surtout chez les Bantous, a une profonde signification. Est liée à une histoire, est liée à une vie, à une tradition, et les noms est capital. Mais l'acculturation, notamment les faits de pouvoir mimer ou singer les Occidentaux, qui nous ont fait croire qu'effectivement on devait se débarrasser de notre authenticité et se débarrasser de notre histoire pour pouvoir, à travers leurs lunettes, exister, qui fait que, ce que j'ai dit dans un autre texte, Ma Nation, j'ai parlé, dans ce livre, Ma Nation, j'ai parlé, j'ai construit une théorie qui s'appelle l'amnésie du manioc. Les gens qui veulent se prévaloir des choses autres que celles liées à leur culture. Quelqu'un qui est né, élevé au village, arrivé dans une grande agglomération, il vous dit qu'il ne boit que du champagne. Et il ne peut pas toucher au vin des palmes. Parce qu'il estime que bon, c'est pas in, c'est pas chic. Alors que il a vécu avec ça. Il faut assumer son passé. Mais tout simplement parce qu'il est dans une approche où il utilise les lunettes de la xénologie. C'est un éminent philosophe camerounais qui dit que la lecture occidentale est liée aux lunettes qui sont les lunettes occidentales. Donc il faut faire comme l'Occident l'exige par rapport à son critérium. Alors vous avez comme ça des Africains qui veulent absolument avoir la même lecture que les Occidentaux. Ils évaluent les choses en fonction de l'Occident. J'ai fait partie de ces gens-là à un moment donné, dans mon enfance, dans ma jeunesse, parce que j'étais très imprégné de la culture occidentale. Mais une fois au contact des Moudimbe, par exemple, des Ngales, des Kamana, des Cheikh Anta Diop, j'ai fait mon bain soldatesque. J'ai fait mon bain de la spiritualité, de la cosmogonie africaine pour pouvoir comprendre qu'effectivement, il y a la lecture occidentale, mais il y a la lecture d'abord de la source, du berceau de l'humanité, qui est plus intéressante, plus importante, qui est plus ancienne, mais simplement elle n'a pas été mise en valeur. Et par conséquent, les noms dans la tradition africaine, congolaise, est capital. Et regardez simplement la manière dont les gens se prévalent des surnoms et préfèrent les surnoms d'obédience ou d'origine occidentale plutôt que les noms qui sont les nôtres, qui ont une valeur, qui ont un sens et qui sont complètement rejetés. Quelqu'un qui se fait appeler Saddam Hussein, vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Donc on s'arroge des noms d'autrui dont on ne sait pas l'origine, on ne connaît pas l'essence, c'est parce que ça fait chic. Alors, dans ce qui nous concerne ici, ce garçon qui a été élevé par un père soucieux de la science sans cesse, parce que la seule fortune que M. Wabia a, ce sont les livres. Il n'a rien d'autre. C'était un enseignant au départ qui a fait l'école normale, qui s'est arrêté en 4e année, normale, et qui, par rapport à l'époque, c'était suffisant. Et avec ça, il avait un bagage lui permettant de pouvoir accéder aux livres, comprendre les livres, maîtriser les livres, les digérer. Et il a appris à son fils de pouvoir faire la même démarche, tout en restant dans la tradition. Les livres vous ouvrent les perspectives. Et le père Wabia, qui est une sorte de philosophe, mais très puissant, parce que c'était un sage au sens ancien du terme, qui travaille sans cesse sur la généalogie des choses, donc y compris du nom, n'admet pas qu'un nom qui a été confectionné depuis peut-être des millénaires soit rejeté comme ça au profit de l'amusement de la cité. Alors que la cité, c'est le règne du folklore, de la basse extraction, et notamment les règnes canins. Puisque ici, c'est vrai que les chiens errants sont au cœur de ces textes, et c'est de ça qu'il s'agit. La ville de Kinshasa croule
sous l'autorité des chiens errants. Avant que je vous pose la seconde question, vous voulez un peu lire un extrait de votre ouvrage? Et ici, au fait, j'ai repris jusqu'à quelques éléments qui permettront à ce que le lecteur ou celui qui voudra savoir de quoi il s'agit, il y aura un prospectus qui sera un flyer, comme on appelle ça, et qui sera diffusé au grand maximum pour donner l'envie de lire, en même temps savoir de quoi il s'agit. La révolte métaphysique d'un jeune Congolais, c'est les reflets que renvoient les miroirs de la raison à tout Congolais. Le miroir de la raison à tout Congolais. Ce texte est un chant qui rappelle sans cesse la nécessité de s'arc-bouter sur les triptyques raison, vertu, bonheur. Comme dit Nietzsche dans Ecce Homo, ce livre est né de la plus secrète abondance de la vérité, puis inépuisable où nul saut ne descend sans remonter à la surface, débordant d'or et de bonté. Il exige à tout lecteur une autopsie sans concession. Les chiens errants ou l'errance canine apparaît dans la construction du moi devenant des Wabi comme un empêchement insurmontable pour ouvrir la voie à quelque ajustement. Il part du principe que l'errance canine est, d'une certaine façon, la castration des sens et surtout de l'intelligence. Ce n'est finalement qu'un appétit qu'on spiritualise, qu'on embellit et qu'on divinise. Comme disait Nietzsche, les chiens errants sont les précurseurs des passions contemporaines congolaises pour les basses satisfactions. Dans cette mesure, ils participent à l'empoisonnement de la santé et ruinent tous nos espoirs d'atteindre la grande santé. Nietzsche qui dit ça, la grande santé, la fameuse grande santé. Donc on est là-dedans. Je me suis amusé tout en pleurant en même temps. Au fur et à mesure que je produisais, je faisais ces parcours, je sentais les devoirs de dire des choses. J'ai fait la psychologie de la société congolaise, son évaluation, ses travers. On a plus de travers que des choses utiles. Il me semblait nécessaire, en ce qui me concerne, de dire les choses dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les amis qui ont pu accéder à ces textes l'ont lu en une journée. Parce que l'esprit ici, c'est quoi? C'est que dans une démarche épistolaire où un père écrit avec une cruauté absolue, mais c'est une cruauté qui est liée à sa vérité, à ses origines, aux scories de notre histoire, à notre tradition. Il dit à son fils qu'il pense réellement, ils sont dans la vérité absolue. Comme disait Jack London, il y a la vérité absolue, il n'y a pas une vérité en dessous ou au-dessus. C'est la vérité absolue, rien que celle-là. Le reste est mensonge entre soi et soi. Alors, ayant pour fil conducteur la raison, donc la vérité absolue, il dit ce qui lui vient par rapport à ce qu'il a vécu à son fils. Et le fils répond dans la même veine, avec la même vérité, mais avec cet esprit aussi de s'affranchir du père. Il va rester père, mais la liberté de disposer de lui en tant qu'homme est aussi à ces prix-là. Justement parce que même Nietzsche fait référence à cet état de choses, l'homme dans son évolution passe par être chameau, lion, puis enfant. Mais est-ce que, pourquoi quelque part, je ne vois pas papa accepter, le père accepter l'enfant qui atteint un état d'éveil incommensurable? Le père a du mal à l'accepter tel quel. Oui, c'est vrai que dès le départ, parce que le père est dans une tradition qui exige le respect absolu et la soumission au père. C'est notre tradition aussi. Et surtout chez les Kassaïens, on a vécu ça, on voit ça. Les pères restent pères, même pour un homme qui a 50 ans, 70 ans quasiment, les pères restent pères avec ces obligations-là et cette soumission permanente. Mais en même temps, les sous-titres de ces livres disent les ajustements. Dialogue et ajustement raisonnable. Et à un moment donné, au fur et à mesure qu'on avance dans la discussion entre les pères et les fils, l'un et l'autre commencent à ajuster. Qu'est-ce donc ajuster de manière raisonnablement? Ou raisonnable, si vous voulez. C'est le fait pour vous, M. José, d'avoir raison sur un point précis.
Et de mon côté, que j'ai aussi raison sur un point précis. La raison étant la vérité, parce que on peut prouver ce qu'effectivement, c'est une chose qui ne changera pas par rapport à ça. Mais nous concédons l'un et l'autre, dire voilà, c'est vrai que j'ai raison, et lui aussi a raison, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'erroner une part de ma raison pour pouvoir atteindre un juste milieu, l'entre deux. C'est ça l'ajustement raisonnable. De la même façon, si on doit partir sur les principes établis par Leibniz par rapport au point de vue. Leibniz nous dit, les points de vue, ce n'est pas une opinion. C'est le fait d'accéder à la vérité par une face différente par rapport à l'autre. C'est-à-dire, on est devant un éléphant, j'ai répété cet exemple plusieurs fois, animal qu'on ne connaît pas, vous et moi. Moi, je suis du côté de la queue, je vous dis, voilà, écoutez, j'aperçois une forme qui ressemble à la queue derrière cet animal. Vous êtes de l'autre côté de la bête, vous ne voyez que la trompe, donc vous ne voyez pas ce que je vois. Mais ce que je vois est vrai. Ce que vous voyez, vous, est vrai aussi. C'est votre point de vue. Les points de vue qui est les vôtres vous permettent d'accéder à la vérité, une partie de la vérité. Il y a aussi des personnes qui sont sur les flancs, qui voient aussi les flancs. Ce qui fait que, lorsqu'on fait l'addition de toutes ces vérités, on arrive à la vérité absolue. Donc c'est l'addition de toutes les vérités. Donc l'addition des points de vue forme la vérité. Il s'agit de ça. Alors, puisqu'on a cette conscience du point de vue, il est possible que mon point de vue ne suffise pas pour pouvoir couvrir toute la vérité. Et par conséquent, nous devons ajuster pour arriver à un juste milieu. Alors, ce sont les éléments qui permettent la bonne discussion, la grande discussion entre personnes participant à la même communauté. Un peu dans l'idée d'Habermas. Voyez-vous? Donc, c'est de ça. C'est cet exercice que j'essaie de pouvoir faire. On part sur des positions tranchées entre un père et un fils, mais au fil des discussions, ils arrivent à ajuster l'un l'autre en regard du point de vue de ce qu'est fait Leibniz. Là aussi, on me dira, puisque je l'ai dit ici dans les textes, qu'il y a une évolution qui se met en place entre Hume, Leibniz et Kant. C'est-à-dire qu'il y a l'enquêteur, il y a celui qui fait l'avocat de tous, et puis finalement, il y a le jugement final, c'est lui qui tranche par rapport à la raison critique pure ou pas, et qui est Kant. Donc, le jugement, la sentence. Donc, c'est de l'éthique de la discussion de Jürgen Habermas. Exactement. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. En faisant référence, en utilisant le matériau et la substance elle-même que Habermas a mis en place, même si je ne suis pas très Habermas, mais je trouve quand même que bon, cette approche d'Habermas était nécessaire. Comment on crée une communauté de discussion sans parti pris. Ça me paraît utile. Même si, à un moment donné, on lui a reproché dans son passé d'avoir été très très proche des mouvements nazis et tout ça. Bon, ça c'est personnel. Je veux dire, ça ne change rien à la proposition de sa théorie sur cette théorie des discussions. Vous stigmatisez un peu, je parle de votre personnage, Wabi, qui est un peu étonné face à cette fièvre religieuse, où vous faites mention d'ailleurs de la spiritualité mercantile, mais vous parlez aussi de commerce de suffrage. Oui. Tout ça fait partie de l'errance canine. Bien, tout à fait. C'est-à-dire que l'errance canine traverse toutes les couches de la société congolaise, notamment quinoise. C'est-à-dire vous avez l'errance canine, donc les chiens errants, comme Wabi les appelle, sont à la fois en politique, et là ils sont vraiment assez en grand nombre. Ils sont dans votre métier des journalistes, mais ils sont pléthores. Ils sont au niveau de l'espace musical, artistique, au sens de la musique, j'entends bien, et peut-être du théâtre aussi. Mais là, il y a foison. Et puis ils sont... des juristes aussi. Mais il y en a partout. Il y en a partout. C'est la reine canin qui est opérationnelle à la RDC. Regardez lorsque on fait une discussion portant sur l'art majeur. L'art majeur étant la connaissance, la pensée, tout ça. Ça ne fait pas le buzz. Mais faites une discussion sur les insultes, sur la grosse tête de telle personne, sur les travers sexuels d'un, sur les pillages des cellulaires, sur la capacité à dépenser de l'argent de l'autre. Ça fait le buzz, n'est-ce pas? Nous sommes une société qui est régie par les reines canins. C'est ça.
La raison n'a pas sa place. Comment voulez-vous qu'on soit dans un pays où aucune rue ne porte les noms d'un auteur, un grand auteur? Comment voulez-vous que sur 100 Congolais, personne ne vous dira que son livre de chevet, c'est Mudimbe? Comment voulez-vous que dans les expressions que nous utilisons au quotidien, qu'on n'ait pas des références congolaises? Comment voulez-vous que les mains coupées soient un épiphénomène? Comment voulez-vous que ce que Mudimbe nous dit, que j'ai été soumis à la religion étrangère et je suis devenu prêtre d'une religion étrangère dont je n'avais pas la maîtrise? Entre les eaux. Entre les eaux. Mais vous êtes combien à le savoir? Comment voulez-vous? Voyez-vous, une société qui n'a aucune référence spirituelle à ce niveau-là, elle n'existait pas, cette société-là. Une sorte de patchwork d'éléments composites. Il n'y a pas la vraie substance. Donc pour vous, pour qu'on arrive à un Congo nouveau, il faut ipso facto passer par un nouvel homme congolais. Bien sûr, le nouvel homme, il faut d'abord le définir. C'est quoi être congolais? Qui le sait réellement? Vous ne le savez pas, les gens ne le savent pas. Ils naissent un jour, ils sont congolais. Comme les eaux du ciel, ils ne savent pas pourquoi ils sont congolais. On leur dit, écoutez, la Constitution dit que les périmètres tel et tout ça, 2 345 000 km², et vous êtes né là, parti d'une des tribus, et ça suffit. Ah ben non, ça ne suffit pas. C'est même ridicule, ça ne veut rien dire du tout. Ça, c'est une construction occidentale. Ça ne veut rien dire du tout. Et alors là, il faut que ceux qui ont réfléchi, les inactuels, proposent. J'ai tenté de proposer ça dans ma nation, et je les propose encore maintenant. Je suis en train de faire un travail, et c'est pour ça que j'ai fait appel à M. Eli Kambokolo pour pouvoir préfacer ce texte, parce qu'il touchera cet aspect majeur de notre espace vital à la fois, de notre identité substantielle. Être congolais, c'est d'abord se poser la question. La généalogie, ça vient d'où? C'est d'abord les mains coupées. Nous sommes les descendants d'une souffrance majeure. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de chercher les titres appropriés dans les prochains textes où je parle des épîtres intempestives adressées aux descendants. Vous l'avez annoncé, vous avez écrit lettre intempestive. Oui, mais oui, ça c'est maintenant, je passe à autre chose. C'est-à-dire que les prochains textes, ce sera 5 épîtres intempestives aux descendants des mains coupées. Et là, je suis en train de construire une sorte de surhomme qui s'appelle Muntumbu Waiba Ngongo. C'est une appellation de chez moi. Ben oui, mais il faut rester dans les scories de l'histoire, il faut rester comme les pères Wabia, aller chercher les matériaux qui sont les nôtres. Nous sommes ceux qui ont mis en place les points de départ des mathématiques avec les bâtons d'Ishango, c'est nous. C'est personne d'autre, c'est la RDC, dans l'est du pays. Et par conséquent, on doit être fiers de ça. Nos langues sont d'une richesse absolue. J'ai le malheur de ne pas les connaître, du moins d'en maîtriser. Muntumbu Waiba Ngongo, c'est l'homme qui sait les sages et qui fait peur des faits de sa connaissance. Je suis en train de construire cet homme-là. Et c'est cet homme-là, en fait... C'est vous? Oh non, c'est pas moi. C'est moi, c'est une image très lointaine comme ça que j'essaie de pouvoir spiritualiser, diviniser, une sorte de demi-dieu que je mets en place qui va annoncer c'est quoi la congolité à la jeunesse congolaise. C'est quoi être congolais? C'est quoi ses origines? Qui va annoncer la place de la femme qui aujourd'hui a été chosifiée. Une femme est devenue une marchandise en RDC. Un peu comme le prophète Zarathustra. Ça sera un peu quelque chose de ce genre-là, mais je pense mettre un peu... Ça sera différent parce que ça sera congolais et typiquement congolais. Voyez-vous, par exemple, parmi les épîtres, je vois cet épître-là qui me paraît capital. La jeune femme congolaise a été chosifiée. Et on est content de ça. Quand vous allez à un mariage ou une discussion des mariages coutumiers, on estime la valeur de la femme et la dot à pouvoir y affecter. Est-elle vierge? On coche, on met le prix. A-t-elle étudié? Jusqu'à quel niveau? On coche, on met le prix. Est-elle suffisamment jolie? On coche, on met le prix. Et puis on fait l'addition. A-t-elle eu un enfant? On retranche. A-t-elle été suffisamment instruite? Non, on retranche. Et finalement la valeur baisse. Alors la question, la femme est-elle sujet
au mariage ou objet du mariage en droit? Cette question, Muntumbu Waiba Ngongo donne la réponse et des injonctions et des instructions depuis l'ancien temps. Voilà le travail que je suis en train de faire. C'est ce travail-là. Ça n'est pas normal qu'une fille, un être humain à part entière, soit mis sur le marché avec un prix estampillé, étiqueté avec un prix, selon un critérium déterminé par une communauté en perte des repères. Il s'agit de ça. On est dans la folie absolue. On ne se rend même pas compte où on va. Et puis, derrière ça, vous parlez tout à l'heure du mercantilisme spirituel, où un certain nombre de pasteurs s'érigent en ceux qui doivent accompagner les individus. Chacun a son pasteur aujourd'hui, et s'en prévaut. Vous voyez les cirques qui se passent ici et là, deux personnes qui appartiennent à la même église, et finalement qui doivent se battre, et donc il faut l'intervention spirituelle de ces pasteurs-là qui doivent devoir trancher. On est où là exactement? Voyez-vous, c'est une société qui n'a pas de repères. Vous parlez moins de l'errance canine au niveau politique. Ah si, j'en parle largement. C'est la première catégorie, c'est les hit parades au fait de l'errance canine. Les tops des tops, regardez ce qui passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. La quête d'accéder aux responsabilités. On y a été pendant 20 ans, ça ne suffit pas, il faut toujours y rester. Parce que on se nourrit au trésor public. On n'a pas d'autres options que de se nourrir au trésor public. Ce n'est pas pour servir la nation, mais c'est plutôt pour se servir soi. Et par conséquent, on lutte par tous moyens, y compris en modifiant les suffrages pour rester à cette fontaine, pour toujours aller vers cette fontaine. Vous êtes contre le suffrage, le commerce de suffrage? Écoutez, mais il n'y a que ça. Et regardez aujourd'hui, on est en train de parler de l'élection sénatoriale, et c'est monnayé, il faut 20 000, 50 000 pour avoir un siège, pour acheter un siège d'un député provincial. De la même façon pour les gouverneurs, ils doivent acheter les sièges. Vous avez 1 ou 2 millions de dollars, vous êtes sûr d'avoir une province. Vous ne les avez pas, vous ne l'aurez pas. Même dans les mêmes camps, on a vu ici à Kinshasa, les MLC en 2006 avaient la majorité. Mais les MLC a été acheté. C'est une vérité mathématique. Donc finalement, y a-t-il élection? Il y a simplement les gens qui ont l'argent qui peuvent accéder aux responsabilités parce qu'ils ont ces moyens-là. Que faire pour que ça change? Que faire? J'ai aimé la fin de votre ouvrage. Que faire pour qu'on atteigne ce Congo nouveau? Je pense qu'il faut dans un premier temps, toute modestie gardée, tout en étant, à la licence, je suis inactuel, je le sais, rétablir la congolité, savoir qui nous sommes. On ne peut pas commencer à définir des lignes de conduite si on ne sait pas qui. Vous savez qui vous êtes. Chaque animal, en fonction de son pelage, de son régime alimentaire, s'organise en fonction de cette vérité-là. Mais les Congolais, c'est en fonction de quoi ils s'organisent. Ils ne savent même pas pourquoi il est Congolais. Dans notre hymne, on ne parlait pas des mains coupées, alors qu'on devait parler des mains coupées. Je suis du Sud Kasaï, de l'espace Lunda, je n'ai strictement rien à voir avec quelqu'un de l'espace Mongo. J'ai rien à voir avec lui. Mais si on est ensemble, parce qu'il y a une raison, qu'est-ce qui a fait qu'on soit ensemble? Ce sont les mains coupées. C'est l'espace. Il y a eu quand même un génocide de 13 millions de personnes qui ont été décimées, déportées d'un peu partout, de toute la République. Vous voulez qu'on puisse remuer une fourchette dans une plaie à peine cicatrisée? Ça risque de choquer le bourreau, mais aussi ce serait une façon pour nous de commémorer nos morts, mais quelque part aussi ça risque de porter atteinte aux relations entre colonisés et colonisateurs. Le problème, c'est celui-là, c'est que vous êtes formaté pour vivre dans la servitude volontaire. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez été formé à la sauce occidentale pour vous soumettre à vie, avoir peur sans cesse. Est-ce que vous pensez un seul instant qu'on puisse dire à Israël, ne pas parler de la Shoah, au motif que ça a été commis par les... Non. Vous pensez que les Arméniens ne doivent pas parler de leur génocide parce que la Turquie est plus puissante, juste à côté? Non. Écoutez l'hymne national français. Écoutez la Marseillaise. Écoutez, qu'est-ce qu'on en dit? Sortir, prendre des armes, massacrer, tuer, tout ça, par rapport à la période révolutionnaire. Donc vous serez les seuls peuples à qui on imposerait de jamais parler de vous-même. On vous interdit de parler de vous. Ce sont vos ancêtres qui ont fait que vous soyez Congolais aujourd'hui. Ce sont les gens qui ont été victimes des mains coupées, qui ont fait que ce ciment existe. Ce sont ces rivières de sang qui forment les sentiers de la République. C'est comment
je dirais même, les veines qui relient toute la République partent de ces sangs-là. Les caoutchoucs rouges, c'est ça le point de départ de ce que nous sommes. Autrement, nous serons aujourd'hui des entités éparses, les Congos chez eux, entre eux, les Luba chez eux, entre eux, les Lunda entre eux, rien à voir les uns les autres. De toute façon, nous sommes à la fois une partie en Angola, une partie au niveau de la Zambie, et on n'avait pas vocation à être dans cet espace. Alors, vous me direz que dire ça, ce serait faire mal à l'Occident, et en particulier à la Belgique de Léopold II, qui est à la base de ce massacre. C'est-à-dire que vous pensez qu'il est utile d'honorer Léopold II, comme si aujourd'hui on pourrait demander à l'Europe d'honorer Hitler ou d'honorer Staline. Non, je suis désolé, il faut quand même à un moment donné se poser la question, qui sommes-nous? Il n'y a d'espace pour un être humain sur cette planète que s'il devient ce qu'il est. On ne devient pas ce que l'autre avec vous soyez, devenez ce que vous êtes. La question, vous qui avez fait la philosophie, parce que cette question-là est une question quand même cruciale et importante, même si des fois on la trouve un peu flottante. La question sur le fronton de Delphes. Connais-toi toi-même. Et tant qu'on ne sait pas qui on est, on ne peut pas avancer. On est là comme les oiseaux du ciel, on ne sait pas très bien qui on est. Alors comment voulez-vous définir les critériums qui imposent aux uns et aux autres en ce que nous sommes en tant que RDC pour se conduire utilement, raisonnablement? Mais on ne peut le faire que quand on sait qui on est et ce qu'on doit respecter absolument. Quand les gens s'arrêtent pour l'hymne national des Congolais, ils s'arrêtent par respect pour l'hymne national, pour son contenu, ou pour la peur plutôt du policier. C'est la peur du policier. Ce n'est pas le contenu. Mais quand suffisamment tôt on vous a dit que vous êtes bénéficiaire du sang qui a coulé par vagues entières de vos ancêtres avec les corps meurtris, tranchés, les mains tranchées. Et par conséquent, quand vous entendez cet hymne, ça vous rappellera les mains coupées, les respects absolus. Vous êtes conscient de votre acte, vous le prenez comme étant faire partie de votre être. C'est ça, c'est en vous. C'est votre spiritualité, c'est votre cosmogonie. Vous n'existez en tant que Congolais que parce que d'autres ont péri pour cette cause-là, pour ces noms-là. Donc quand on lance l'hymne, vous vous arrêtez et tous ces souvenirs vous remontent. Vous avez comme ça un panorama visuel, une sorte d'hallucination intéressante qui vous apparaissent avec les mains qui tombent, les sangs qui coulent et les respects absolus. Actuellement, on fait quoi? On a peur du policier qui lui-même, au passage, pour l'essentiel, c'est un chien errant qui cherche où récupérer dans les poches de quelqu'un ce qui va devoir nourrir ses enfants. Donc, ce sont ces choses-là qu'on doit devoir bannir. Et pourquoi? Je sais que je suis inactuel. Et je le dis, je l'écris. Aujourd'hui, ça n'aura peut-être pas de valeur parce que nous sommes dans une période où cette nourriture est insane et n'est pas comestible. Mais dans 50 ans, dans 100 ans, je sais qu'il y a une génération qui prendra conscience, qui cherchera, et on voit ça aujourd'hui en Europe, les jeunes Européens d'origine africaine cherchent leur identité à travers ce que je fais. Et là, je commence à voir quand même une sorte de demande assez instante ou insistante au fait de ce que je produis. Et il suffit de regarder les vidéos sur YouTube. Ceux qui regardent le plus sont les jeunes Européens à la quête, les jeunes Européens d'origine africaine à la quête de leur identité. Donc viendra un moment où les jeunes Congolais locaux, en manque des repères, ira peut-être vers ma production et ça sera quelque chose d'utile pour ma communauté. On ne sait pas, vous êtes tellement abondant, on ne sait pas terminer toute la matière avec une seule émission. Un mot pour clore. Un mot, d'abord merci qu'on ait encore l'espace où on peut s'exprimer avec autant de liberté, où il n'y a pas place pour le folklore, plus pour mettre en perspective le savoir, je ne vais pas dire l'intelligence, où la généalogie
des choses s'expriment réellement, où il ne faut pas avoir un titre grandiloquent des messieurs les ministres ou autres pour bénéficier de cette facilité, où vous ne regardez que juste la production spirituelle d'un homme, c'est-à-dire la production de l'art majeur. Merci encore. Merci beaucoup, Maître Monjolo. Je rappelle que je venais de vous recevoir. Vous avez publié La révolte métaphysique d'un jeune Congolais, dialogue et ajustement raisonnable. Je crois que prochainement, on va parler. Le livre sera baptisé bientôt? Oui, très bientôt, il sera baptisé. En même temps, il y a un autre qui est sous presse. Il y a un autre oui, je suis en train de travailler, je suis en retard, largement en retard. Il y a l'ami Onfray qui est à 100, je ne suis qu'à 4. Donc, je ne pense pas pouvoir arriver à 100. Les corps commencent à défaillir, la vieillesse est en train de m'attaquer. Bon, il faut se soumettre aussi. Tant que la mort est encore loin, on continue à travailler. Comme dit Épicure, il ne faut pas avoir peur de la mort. Quand elle sera là, vous ne serez plus là. Puisqu'il n'est pas encore là, donc on est encore là. Donc par conséquent, on continue à travailler. Donc la sortie est prévue pour la fin du mois. Je suis encore en train de courir après quelques mécènes. Malheureusement, dans ce domaine, on n'a pas de mécènes. On a des mécènes pour pouvoir produire les footballs, la musique, enfin l'amusement en général. Mais l'art majeur, il n'y a pas de mécènes. S'il y en a qui m'entendent, qui estiment qu'effectivement, ils peuvent mettre 5, 10 000, 20 000 dollars pour ce type d'outils qui participent à la bonne santé, à la grande santé, pas à la petite santé, à la grande santé de la nation, je suis preneur. Mais c'est très difficile. On peut faire la promotion de la bière, il faut enivrer les gens, il faut assommer les gens, hein, l'assommoir, Zola. Mais il ne faut pas permettre aux gens d'accéder à la connaissance. Or, la révolte métaphysique, c'est un outil qui permet de pouvoir réfléchir pour soi, avec des répercussions intéressantes pour le pays et pour la communauté. Donc c'est un outil qui est... J'avais beaucoup de questions, mais malheureusement, il y a même l'homme révolté de Camus qui faisait suite au mythe de Sisyphe, ainsi de suite. Donc, exact. Bon, je crois que même prochainement, on pourra en parler en long large. Merci d'avoir été là. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement et dans un autre numéro. Au revoir.